Les États-Unis subissent plus de catastrophes naturelles milliardaires que tout autre pays au monde. Les ouragans frappent la côte du Golfe, les incendies ravagent la Californie, les tornades traversent le Midwest et les tempêtes de neige paralysent des États entiers. Chaque année, ces catastrophes naturelles sont plus fréquentes et la réponse du gouvernement est alors généralement massive. La Federal Emergency Management Agency est déployée, la garde nationale est mobilisée et des milliards d'aides fédérales affluent vers les communautés touchées. Si l'on regarde un graphique financier à ce sujet, le coût moyen que les États-Unis dépensent chaque année par décennie pour les secours a considérablement augmenté, sans qu'on voie la fin, étant donné la fréquence et la destruction croissante de ces événements. Cependant, la façon dont le système de réponse aux catastrophes du gouvernement fonctionne réellement a fait l'objet d'un examen approfondi. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment efficace? Comment ces catastrophes sont-elles réellement gérées? Pour répondre à cette question, il faut examiner les catastrophes majeures auxquelles les États-Unis ont fait face ces 20 dernières années, de la moins à la plus destructrice. En commençant par la tornade de Joplin. C'était la tornade la plus destructrice de l'histoire moderne des États-Unis, qui a eu lieu le 22 mai 2011. Elle a été classée Enhanced Fujita 5, la catégorie de tornade la plus puissante, atteignant près d'1 mile de largeur et des vitesses de vent maximales allant jusqu'à 250 miles par heure. La tornade n'est restée au sol que 21 miles, mais cela suffisait. Environ 25% de Joplin, Missouri ont été détruits et 75% ont subi des dégâts. Près de 8000 structures au total ont été détruites, allant de quartiers entiers jusqu'à des hôpitaux. On estime à 3 millions de mètres cubes les débris, de quoi recouvrir un terrain de football sur 120 étages. Avec l'inflation, les dégâts ont atteint 3,8 milliards, faisant de cette tornade la plus coûteuse de l'histoire. Et c'est aussi la tornade la plus meurtrière depuis le début des relevés modernes en 1950, causant 158 morts et plus de 1000 blessés. La réponse a été immédiate et massive. Le gouverneur du Missouri, Jay Nixon, a déclaré l'état d'urgence et déployé près de 200 soldats de la Garde nationale pour les secours, avec 2000 autres en réserve. La police routière du Missouri a déployé 180 soldats, l'armée américaine a envoyé 75 Marines d'une base voisine et 5 équipes d'ambulances d'État sont aussi arrivées. Les groupes de bénévoles locaux se sont mobilisés encore plus rapidement pour aider aux opérations de secours et d'assistance. Peu après la catastrophe, le président Obama a approuvé la déclaration de catastrophe du Missouri, permettant l'aide fédérale. C'est là que la Federal Emergency Management Agency a agi. En quelques jours, plus de 800 employés étaient présents et un bureau de terrain pour la reconstruction a été rapidement installé. En 2 mois, elle a attribué plus de 160 millions de dollars de contrats à des entreprises locales. Et en dirigeant le corps des ingénieurs de l'armée américaine, ils ont terminé l'enlèvement des débris, construit 2 casernes de pompiers temporaires, lancé la construction de près de 600 sites de logements temporaires et construit des installations pour les 8 écoles publiques détruites par la tornade. La Federal Emergency Management Agency a pris en charge 90% des coûts d'enlèvement des débris résidentiels, le Missouri assumant les 10% restants. C'est parce que, dans le cadre de leur programme d'aide publique, ils ont proposé de couvrir une telle part des coûts uniquement pendant les 90 premiers jours suivant la déclaration de catastrophe, afin d'encourager un nettoyage plus rapide. Ensuite, elle était repassée au taux standard de 75%. Cela s'est produit alors que la Federal Emergency Management Agency était déjà débordée, gérant encore les tornades dévastatrices en Alabama et les inondations historiques du Mississippi ayant causé des milliards de dégâts. Plus tard, le département du logement et du développement urbain a envoyé 155 millions sur 2 ans sous forme de subventions globales pour la reprise à long terme. Voici ce qui se passe quand ressources fédérales, coordination de l'État et résilience locale sont alignées. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les grandes catastrophes, comme nous allons bientôt le voir. Ensuite, il y a eu les incendies de forêt dans le sud de la Californie en janvier 2025. Un mélange de sécheresse exceptionnelle, d'une saison sèche prolongée et de puissants vents de Santa Ana a créé la tempête parfaite pour une destruction massive. Du 7 janvier au 31, une série de 14 incendies de forêt a semé le chaos dans la région métropolitaine de Los Angeles et le comté de San Diego. Les 2 principaux étaient l'incendie des Palisades et celui d'Eaton. Des préparatifs étaient en place avant les incendies. Gavin Newsom a mobilisé 65 camions, 2 pompiers, 7 hélicoptères.
7 citernes et plus de 109 pompiers dans le sud de la Californie pour préparer cet événement historique. Southern California Edison ainsi que San Diego Gas and Electric, les principaux fournisseurs d'électricité de la région, ont procédé à des coupures de courant préventives pour éviter les étincelles causées par des fils tombés ou défectueux. Les infrastructures électriques ont été à l'origine de certains des pires incendies de Californie, dont le Camp Fire de 2018 le plus destructeur. Mais comme nous le savons, rien ne peut arrêter Mère Nature. Lorsque les incendies ont commencé, ils se sont propagés extrêmement rapidement. L'intensité de la tempête de vent, avec des rafales atteignant 100 miles à l'heure, a fait se propager l'incendie comme un feu de forêt, mais en encore plus fou. Les pompiers ont signalé que cela faisait grandir l'incendie de palissade de l'équivalent de 3 terrains de football par minute. Pendant ce temps, l'incendie d'Eaton a été signalé pour la première fois avec une superficie de 20 acres, avant de passer à 1000 acres en 6 heures grâce au vent. À la maîtrise des incendies, le 31, près de 58 000 acres, avait brûlé et plus de 18 000 structures étaient endommagées ou détruites. Alors que le bilan officiel fait état de 31 personnes décédées, des études suggèrent qu'il pourrait en réalité être lié à 440 morts, soit bien plus élevé. Quoi qu'il en soit, plus de 200 000 personnes ont dû évacuer pendant la crise. Le coût de tout cela est également astronomique. Il n'existe pas de coût officiel des incendies, mais j'ai vu des estimations de 52 à plus de 250 milliards. Vous pouvez donc imaginer le genre de processus de récupération que cela a nécessité. Le 7 janvier, jour du début de l'incendie, le département californien des services correctionnels et de réhabilitation a mobilisé 780 détenus pompiers pour lutter contre les feux, puis a porté ce nombre à près de 1000 quelques jours plus tard. Le bureau des services d'urgence du gouverneur de Californie a indiqué que plus de 7500 agents d'urgence avaient été déployés. Mais même alors, le chef des pompiers de Los Angeles, Anthony Marrone, a déclaré que les 29 services d'incendie du comté ne disposaient pas de suffisamment de personnel pour lutter contre les incendies de forêt. Au niveau fédéral, le président Biden a demandé au département de la Défense d'envoyer des pompiers. 2 jours après, 500 Marines de la base de Travis et des hélicoptères de la Marine américaine de San Diego ont été envoyés pour aider à lutter contre les incendies. Le 14 janvier, Beamer a ouvert 2 centres de récupération après sinistre pour aider les victimes à demander une aide financière. La première aide financière de la Federal Emergency Management Agency venait de ses subventions pour besoins urgents, offrant un paiement unique de $770 pour couvrir des nécessités immédiates comme la nourriture et le transport. Le gouverneur Newsom a également signé un plan de secours bipartite de 2,5 milliards pour la réponse et la reconstruction. Le 23 janvier, la Federal Emergency Management Agency a annoncé avoir distribué plus de 35 millions de dollars aux habitants de Los Angeles. En avril, ce montant dépassait 2,7 milliards, surtout en prêts pour logements et petites entreprises via leurs partenaires fédéraux. Mais si l'on regarde uniquement les subventions de la Federal Emergency Management Agency selon une analyse d'Alaist, les survivants éligibles n'ont reçu en moyenne que 4 100 $ d'aide directe, alors que le coût moyen des dégâts dépasse 55 000 $. À ce jour, l'aide de la Federal Emergency Management Agency n'a couvert qu'environ 7% des coûts des dommages, soit moins d'un tiers de ce qui avait été pris en charge après les incendies de Californie en 2018 ou de Hawaï en 2023. Le soutien a été bien moindre que lors d'autres catastrophes. Ce n'est pas entièrement leur faute, car il manque constamment de financement. Le nettoyage post-incendie s'est fait en 2 phases. La Federal Emergency Management Agency a chargé l'Agence de protection de l'environnement de gérer l'élimination des déchets ménagers dangereux, devenant ainsi le plus grand nettoyage de leur histoire, réalisé en seulement 29 jours. La deuxième phase a mobilisé le corps des ingénieurs de l'armée pour éliminer presque tous les débris, ce qui prend plus de temps. Enfin, l'ouragan Katrina reste la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. La réalité ici, c'est que celle-ci pourrait faire l'objet d'une vidéo entière sur sa mauvaise gestion, mais je vais essayer de résumer. L'ouragan Katrina, formé le 23 août 2005, n'a atteint le sud de la Floride que 2 jours plus tard, comme ouragan de catégorie 1, donc relativement faible. Mais finalement, l'ouragan a traversé beaucoup d'autres États. L'Alabama, le Mississippi et surtout la Louisiane, atteignant l'intensité de catégorie 5 avec des vents soutenus allant jusqu'à 175 miles par heure. À la fin, le 31, la destruction était historique, c'est peu dire.
80% de la Nouvelle-Orléans et de grandes zones des paroisses voisines étaient inondées. La marée de tempête de Katrina sur la côte du Mississippi a atteint un record aux États-Unis, atteignant jusqu'à 28 pieds dans certaines zones. Toute leur côte a été submergée. Dans tous les comtés côtiers du Mississippi, 90% des structures situées à moins d'1 kilomètre du rivage ont été détruites. En Alabama, une vague de 15 pieds a inondé des zones des comtés de Mobile et Baldwin, coupant l'électricité à plus de 600 000 personnes pertes. Même dans des États moins touchés comme la Géorgie, le Kentucky et le Tennessee, ils ont subi des inondations et des tornades. Plus d'1 million de logements ont été endommagés ou détruits. L'ouragan a déplacé plus de 1,5 million de personnes, devenant le plus grand déplacement de masse de l'histoire moderne des États-Unis. Les dégâts se sont élevés à 125 milliards de dollars, soit plus de 200 milliards actuels, faisant de cette catastrophe la plus coûteuse de l'histoire. Avec 1392 morts, c'est aussi le deuxième ouragan le plus meurtrier de l'histoire moderne des États-Unis. La situation s'est dégradée avant l'ouragan, alors qu'on avait du temps pour se préparer. Il n'y avait pas des semaines, mais il y avait des jours. Alors que de nombreux états d'urgence ont été déclarés, et même le maire de la Nouvelle-Orléans, Ray Nagin, a émis le tout premier ordre d'évacuation obligatoire de la ville, bien que cela ait été fortement retardé pour une raison quelconque, il n'y avait en réalité aucun système en place pour évacuer les personnes les plus vulnérables de la ville. En 2005, la Nouvelle-Orléans était déjà l'une des métropoles les plus pauvres des États-Unis, empêchant de nombreux habitants de quitter la ville. Le Louisiana Superdome a été désigné comme refuge de dernier recours pour les personnes qui ne pouvaient pas évacuer. Le directeur de la Federal Emergency Management Agency, Michael Brown, avait sous-estimé le nombre de citoyens à aider, ce qui a épuisé la première vague de fournitures. Maintenant, nous arrivons à la partie récupération. Le département de la Défense et la Federal Emergency Management Agency ont formé la force opérationnelle conjointe Katrina le 1er septembre pour coordonner les secours sur la côte du Golfe après la catastrophe. Le président Bush a signé un plan d'aide de 10,5 milliards de dollars le 2 septembre, tout en envoyant 7200 soldats en service actif pour aider aux opérations de secours. Près de 58 000 membres de la Garde nationale ont aussi été mobilisés avec des troupes issues des 50 États. En apparence, c'était correct, mais tout s'est effondré à ce moment-là. La Federal Emergency Management Agency a été accusée d'avoir délibérément ralenti les choses afin de s'assurer que toute l'aide soit correctement coordonnée. Le directeur Brown a demandé aux services d'incendie et de secours de n'intervenir dans les zones touchées par l'ouragan que s'ils étaient sollicités et légalement envoyés. Plus de 50 avions civils, répondant à des demandes distinctes d'évacuation d'hôpitaux et d'autres organismes, ont afflué dans la région un jour après le passage de Katrina, mais la Federal Emergency Management Agency a bloqué leurs efforts, affirmant que les sauveteurs n'étaient dits autorisés. Les responsables de la Federal Emergency Management Agency ont refoulé 3 camions remorques de Walmart chargés d'eau, ont empêché la garde côtière de livrer 1000 gallons de diesel et ils ont même coupé la ligne de communication d'urgence de la paroisse de Jefferson, obligeant le shérif à la rétablir et à poster des gardes armés pour la protéger contre la Federal Emergency Management Agency. Le New York Times a indiqué que 91 000 tonnes de glace commandées par la Federal Emergency Management Agency pour plus de 100 millions de dollars et prévues pour les hôpitaux et la nourriture lors des secours n'ont jamais atteint la zone sinistrée. La Federal Emergency Management Agency a ordonné aux chauffeurs de camions sous contrat fédéral de livrer la glace dans des entrepôts gouvernementaux loués partout, même jusqu'au nord du Maine. La Federal Emergency Management Agency a bien fourni une aide au logement à plus de 700 000 demandeurs. Des chambres d'hôtel ont été payées, des aides aux loyers versés et plus de 114 000 caravanes commandées, formant de vastes parcs de la Federal Emergency Management Agency. Parallèlement, la Federal Emergency Management Agency a dépensé 900 millions de dollars pour 25 000 maisons mobiles, mais en a laissé la plupart inutilisées car ces règles interdisaient leur installation dans les zones inondables, où vivaient pourtant la plupart des victimes. Sur 854 millions d'aides étrangères seules, 40 millions avaient été utilisés pour les victimes ou la reconstruction. Nous ignorons où est passé le reste. Le directeur de la Federal Emergency Management Agency, MC Brown, a été renvoyé et l'organisation dépassée par la catastrophe. Mais cela remonte à 2 décennies. Et si l'on regarde la Federal Emergency Management Agency aujourd'hui, elle manque cruellement de personnel et de financement, même si elle a aussi tiré des leçons de ces événements. De nombreux critiques soulignent leur inefficacité ou leurs dépenses excessives, mais il vaut bien mieux que la Federal Emergency Management Agency gaspille des ressources en faisant trop que de risquer une catastrophe en n'en faisant pas assez. Voilà donc pour cela, merci d'avoir regardé.